tout dedans. En fait, de maman, bon, tout le monde le sait, qui n'a pas été très marrant. Bienvenue sur votre chaîne Icône et Silence, où nous explorons les destins qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier de l'une des artistes les plus aimées et les plus tourmentées de France. Imaginez une femme qui semble tout posséder, la beauté, le génie musical et une histoire d'amour qui fait rêver toute une génération. Pourtant, un matin de 1973, cette même femme prononce une phrase d'une banalité effrayante. Je descends acheter des cigarettes. Elle referme la porte doucement et elle ne reviendra jamais. Ce n'est pas le début d'un roman policier, mais le premier acte de la tragédie intime de Véronique Sanson. Aujourd'hui, à l'aube de ses 77 ans, celle que l'on surnomme la drôle de vie porte sur son visage et dans sa voix les marques du temps. Sa voix, devenue rocailleuse et profonde, ne chante plus seulement l'amour, elle raconte la survie. Pendant des décennies, le public a vu Véronique derrière son piano. Cette guerrière blonde secouant sa mèche rebelle, chantant la liberté avec une énergie féroce, mais qui écoutait vraiment les paroles qui voyaient. Sous les projecteurs aveuglants de l'Olympia, les cicatrices invisibles sur son âme, comment une idole peut-elle se sentir une fois le rideau tombé, comme une prisonnière dans sa propre existence ? Désormais, Véronique a cessé de fuir. Elle s'assoit, nous regarde droit dans les yeux et brise enfin l'omerta qui a entouré ses années les plus sombres. Elle est prête à évoquer ceux qui l'ont précipitée dans un gouffre émotionnel. Elle ne pointe pas du doigt des ennemis imaginaires, mais désigne trois ombres bien réelles qui ont hanté sa vie. D'abord, un amour passionnel devenu une prison dorée au milieu des neiges du Colorado. Ensuite, la pression écrasante d'une industrie qui exige toujours plus. Et enfin, ce faux ami liquide, ce poison qu'elle a cru être un remède et qui a failli lui coûter la vie. Dans ce documentaire, oubliez l'image glacée des magazines, nous allons vous raconter l'histoire d'une résilience, l'histoire d'une femme qui a dû traverser l'Atlantique, affronter la violence psychologique et vaincre la maladie pour enfin, aujourd'hui, oser dire sa vérité. Mais pour comprendre cette colère froide et cette soif de liberté, il faut remonter au tout début, à l'époque où tout semblait parfait, avant que le ciel ne s'effondre. Mais avant que le rêve américain ne vire au cauchemar, il y avait une autre vie, un autre amour et une ascension fulgurante qui a failli tout brûler sur son passage. C'était le début des années 70, une époque charnière où la France avait soif de nouveautés. Le pays tournait la page des années yéyé, insouciante et cherchait une voix plus profonde, plus authentique et soudain, elle est apparue, une jeune femme blonde assise derrière un piano noir, chantant avec une fougue que l'on ne connaissait alors qu'aux rockers anglo-saxons. Véronique Sanson n'était pas seulement une interprète, elle était une révolution. Jusqu'alors, les femmes dans la chanson française étaient souvent des muses immobiles, mais Véronique, elle, faisait corps avec son instrument, martelant les touches avec une passion qui laissait le public sans voix. Son premier grand album, sorti en 1972, a eu l'effet d'une bombe. Avec le titre « Amoureuse », elle ne se contentait pas de chanter l'amour, elle en décrivait la complexité, la soumission et la fièvre. Sa voix, ce vibrato unique qui semblait venir des tripes, a secoué les ondes. Des chansons comme « Besoin de personne » ou « Chansons sur ma drôle de vie » sont devenues instantanément des hymnes pour toute une génération. Elle incarnait la modernité, une liberté nouvelle, celle d'une femme qui compose, écrit et vit à 100 à l'heure. Chaque concert était une communion, chaque apparition télévisée un événement. La France entière était tombée sous le charme de cette fille qui semblait si forte et si fragile à la fois. Mais on ne peut pas raconter l'ascension de Véronique sans évoquer l'autre moitié de son âme, Michel Berger, si Véronique était la voix. Michel était l'architecte, le visionnaire qui avait su canaliser ce talent brut. Ils formaient le couple idéal de la musique française, beau, jeune, talentueux, vivant une osmose artistique et amoureuse qui semblait indestructible.
Ensemble, ils créaient une musique sophistiquée, mélangeant la pop, le rock et la chanson à texte. Le public les voyait comme des fiancés éternels, unis par une mélodie sans fin. Ils étaient l'image du bonheur parfait, affichés en couverture des magazines, souriant à un avenir qui semblait tout tracé. Pour les spectateurs, et Véronique était plus qu'une star. Elle était devenue une petite sœur nationale, une amie intime dont on fredonnait les peines et les joies. Pourtant, derrière les disques d'or et les salles combles, un vertige s'installait. La gloire est une lumière qui brûle autant qu'elle éclaire. À peine âgée de 20 ans, Véronique vivait dans un tourbillon incessant entre les studios d'enregistrement, les tournées épuisantes et la pression de devoir toujours incarner cette perfection. Elle était aimée, oui, peut-être trop, ou peut-être d'une manière qui commençait à l'étouffer. Elle sentait grandir en elle un vide que les applaudissements ne parvenaient plus à combler. Une soif d'ailleurs, une envie sauvage de briser cette image trop lisse que l'on avait construite pour elle. Tout semblait pourtant aller pour le mieux. C'était le printemps de 1973. La France entière vivait au rythme de ces tubes. Michel Berger, fou d'amour, travaillaient déjà sur leur prochaine chanson, persuadés qu'ils vieilliraient ensemble derrière leur piano. L'avenir semblait être une longue route tranquille pavée de succès et de romantisme, mais personne ne se doutait que le destin allait basculer en une fraction de seconde. Personne ne savait que dans le sac à main de Véronique, il n'y avait pas seulement des partitions, mais un secret qui allait tout détruire. Le décor était planté pour le drame et la scène suivante allait laisser la France entière en état de choc. Ce jour-là, le destin de Véronique Sanson a basculé sur un mensonge. Alors qu'elle était en studio avec Michel Berger, l'homme de sa vie, elle a prétexté une envie de cigarette pour s'éclipser, mais elle n'est jamais allée au bureau de tabac. Elle a couru vers l'aéroport, le cœur battant à tout rompre, pour s'envoler vers les États-Unis, vers un autre homme, le rocker américain Stephen Stills. Elle a laissé derrière elle Michel, sans un mot, sans une lettre, seulement un silence assourdissant qui allait le hanter, et la hanter elle aussi pour le reste de leur jour. C'était une fuite en avant, un coup de folie guidé par une passion dévorante. Mais Véronique ignorait qu'elle venait d'échanger un paradis tranquille contre une cage dorée. L'arrivée en Amérique ressemblait d'abord à un film hollywoodien, le luxe, les grands espaces, la vie glamour aux côtés d'une superstar du rock. Mais très vite, le rêve a viré au cauchemar dans leur immense maison isolée au milieu des montagnes enneigées du Colorado. Les murs se sont refermés sur elle. Stephen Stills, cet homme qu'elle avait suivi par amour, s'est révélé être un génie torturé, possessif et dangereusement jaloux. Ce que le public français ignorait alors, c'est que leur idole vivait dans la peur constante, loin des scènes parisiennes. Véronique n'était plus la star adulée, elle était devenue la captive d'un homme qui voulait la garder pour lui seul, coupée du monde et de ses racines. Elle a raconté plus tard des scènes qui glacent le sang. La violence n'était pas seulement dans les cris, mais dans la menace permanente. Elle a décrit des nuits où, terrifiée par les excès et les démons de son mari, elle devait dormir avec un couteau caché sous son oreiller pour se protéger. Imaginez cette jeune femme qui chantait la liberté avec tant de ferveur, obligée de guetter le moindre bruit de pas dans le couloir, craignant pour sa sécurité et celle de son fils. Christopher, elle était surveillée, ses appels téléphoniques étaient à contrôler et chaque tentative de rébellion était étouffée par une emprise psychologique implacable. Le Colorado, avec ses paysages grandioses, était devenu pour elle une prison de glace, un huis clos étouffant où personne ne pouvait l'entendre crier. Pourtant, c'est dans cette douleur que son art a puisé une force nouvelle. Paradoxalement, c'est en étant brisée qu'elle a composé certains de ses plus grands chefs-d'œuvre, comme l'album Le Maudit. Chaque note, chaque parole de cette époque est imprégnée de sa souffrance et de ses appels au secours lancés vers une France qui lui manquait terriblement. Elle chantait pour survivre, pour ne pas sombrer totalement dans la folie de ce quotidien violent. Elle envoyait des messages codés à travers l'océan, espérant que quelqu'un, quelque part, comprendrait qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle regrettait sa fuite et qu'elle payait le prix fort pour sa trahison amoureuse.
Les années ont passé dans cette tension insoutenable. Elle a fini par trouver le courage de s'enfuir à nouveau, d'arracher sa liberté et la garde de son fils au prix d'une bataille juridique féroce. Elle a réussi à quitter le Colorado, à quitter Stephen Stills, pensant avoir vaincu ses démons. Elle pensait être enfin libre, mais elle se trompait, car en quittant l'enfer conjugal, Véronique allait tomber dans les bras d'un autre ennemi, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus patient, un ennemi qui ne la frapperait pas avec des poings, mais qui tenterait de la noyer doucement, vers après vers, et cette nouvelle descente aux enfers allait se dérouler sous les yeux de tous, sans que personne ne puisse l'arrêter. Le retour en France aurait dû être une libération, un triomphe. Véronique s'était échappée du Colorado. Elle avait sauvé sa peau et celle de son fils. Mais on ne guérit pas de 10 années de violence psychologique en claquant simplement des doigts. Les blessures invisibles étaient toujours là. Béante, et pour les anesthésier, Véronique a ouvert la porte à un autre tortionnaire, plus doux en apparence, mais tout aussi mortel, l'alcool. Ce qu'elle appelait au début un remède contre sa timidité maladive et son anxiété est rapidement devenu une chaîne plus lourde que celle de son mariage. Les années 90 et 2000 ont été marquées par cette lutte inégale. Le coup de grâce est tombé en 1992, lorsque Michel Berger, son âme sœur musicale, est mort brutalement. Ce départ a brisé quelque chose en elle que rien ne pouvait réparer. Le public a alors assisté, impuissant et parfois cruel, à la lente dérive de son idole. Les concerts annulés à la dernière minute, les apparitions télévisées où son regard semblait perdu dans le vide, les mots pâteux qui trébuchaient sur ses lèvres. La presse à scandale s'en délectait, titrant sur la déchéance de la star, oubliant qu'il s'agissait avant tout d'une femme en train de se noyer sous les yeux de tous. C'était une époque de solitude absolue au milieu de la foule. Véronique a raconté plus tard comment elle vivait dans le déni, persuadée de maîtriser sa consommation alors que c'était la bouteille qui la maîtrisait. Elle se réveillait avec la honte, promettait d'arrêter et recommençait le soir même pour affronter la lumière des projecteurs. Son corps, pourtant si résistant, a fini par dire stop. La maladie l'a rattrapé violemment. Les médecins ont été clairs son foie, son sang, de tout son être était au bord de la rupture. Plus tard, c'est un cancer de la gorge qui a menacé de lui voler sa voix, son unique raison de vivre. La mort n'était plus une idée abstraite. Elle était assise au bord de son lit, attendant son heure. Mais le plus tragique n'était pas la maladie physique, c'était le silence de ceux qui l'entouraient. Dans cette industrie impitoyable du spectacle, tant que l'artiste rapporte de l'argent, on ferme les yeux sur ses démons, on lui tend un verre pour qu'elle monte sur scène, on l'aide à tenir debout juste le temps d'une chanson et on la laisse s'effondrer une fois le rideau tombé. Véronique s'est sentie abandonnée, utilisée, réduite à une machine à tubes que l'on presse jusqu'à la dernière goutte. Elle a touché le fond, seule face à ses fantômes, dans une chambre d'hôpital froide où les applaudissements ne résonnaient plus. C'est là, dans ce silence de mort, qu'elle a dû faire un choix impossible, se laisser remporter par la nuit ou se relever une dernière fois. Tout le monde la croyait finie, tout le monde pensait que l'histoire de Véronique Sanson s'achèverait dans la rubrique nécrologique d'un journal du matin. Mais ils avaient oublié une chose, cette femme est une survivante. Et lorsqu'elle a décidé de se battre, elle n'a pas seulement choisi de vivre, elle a choisi de parler, de tout dire, et sa vengeance allait être éclatante. Le temps de la honte est révolu. À 76 ans, Véronique Sanson a décidé que son héritage ne serait pas celui d'une victime, mais celui d'une combattante. C'est lors d'une confession publique bouleversante, face aux caméras qui l'ont scrutée toute sa vie, qu'elle a choisi de briser les derniers verrous de sa mémoire. Assise, le dos droit, la voix rauque, mais plus assurée que jamais, elle a ouvert son livre noir. Elle n'était plus la jeune fille qui fuyait pour acheter des cigarettes, ni la star déchue titubant sur scène. Elle était une femme qui reprenait le pouvoir en nommant un par un les architectes de son malheur.
Le premier nom qu'elle a jeté dans la lumière crue de la vérité est celui de son tortionnaire américain. Avec des mots tranchants comme du verre, elle a raconté l'enfer du Colorado. Elle a brisé le mythe du couple rock glamour pour révéler la réalité sordide d'un homme qui tentait de l'anéantir. Il m'a aimé comme on aime un objet en m'enfermant à double tour, a-t-elle confié, en osant détailler les menaces, les armes et la terreur psychologique. Elle a non seulement libéré sa propre conscience, mais elle est devenue la voix de milliers de femmes qui, comme elle, ont subi la violence derrière les portes closes des belles maisons. Elle a refusé de pardonner à celui qui a volé 10 années de sa vie et de sa jeunesse. Mais sa colère ne s'est pas arrêtée là. Véronique a tourné son regard vers une entité plus vaste, plus insaisissable, l'industrie du spectacle. Elle a dénoncé le silence complice de ce système qui l'a vu sombrer sans jamais lui tendre la main. Elle a pointé du doigt les producteurs, les entourages, tous ceux qui préféraient la voir monter sur scène ivre de douleur tant que le spectacle continuait, plutôt que de l'aider à se soigner. Vous m'avez regardé mourir à petit feu et vous avez applaudi, semble-t-elle dire à ce monde impitoyable. C'était un réquisitoire implacable contre la machine à broyer les artistes, rappelant que derrière l'icône, il y avait un être humain en détresse que personne n'a voulu protéger. Enfin, avec une honnêteté brutale, elle a désigné le dernier coupable, le plus intime, elle-même, et ce démon qu'elle a laissé entrer. Elle a parlé de sa propre lâcheté face à l'alcool, de ses fuites, de ses mensonges, mais en reconnaissant ses torts, en admettant qu'elle avait été son propre bourreau, elle s'est paradoxalement pardonnée. Ce n'était pas un aveu de faiblesse, mais une démonstration de force absolue. Le public, d'abord choqué par tant de franchise, a été submergé par l'émotion. Ce n'était plus du voyeurisme, c'était une leçon de courage. La France a retenu son souffle. En parlant, Véronique n'a pas seulement vidé son sac, elle a recollé les morceaux de son âme, elle a transformé ses cicatrices en médailles, elle a prouvé qu'on pouvait revenir de tout, même de l'enfer, à condition d'avoir le courage de regarder le diable en face et de lui dire « tu ne m'as pas eu ». Elle est toujours là, debout, et son silence brisé résonne désormais plus fort que toutes ses chansons. Au final, que nous apprend le destin tourmenté de Véronique Sanson. Son histoire dépasse largement le cadre de la musique ou des pages People des magazines. Elle est un rappel brutal que derrière l'icône intouchable, derrière les paillettes et les mélodies qui ont bercé nos vies, il y a souvent un cœur qui saigne en silence. Véronique n'est pas seulement une star qui a survécu à ses excès ou à ses amours destructrices, elle est le symbole universel d'une résilience farouche. Elle est la preuve vivante que l'on peut revenir de l'exil, de la violence conjugale et même frôler la mort pour finalement rester debout. Aujourd'hui, quand elle s'assoit à son piano noir, ses mains tremblent peut-être un peu plus qu'avant, mais sa force est intacte. Elle ne joue plus pour prouver qu'elle est la meilleure ou pour séduire un public. Elle joue pour dire qu'elle est vivante. Elle a vaincu les trois ombres qui voulaient sa fin, la tyrannie d'un homme jaloux, l'indifférence cruelle d'un système industriel et les pièges mortels de l'addiction. Mais son parcours nous pose une question inconfortable à nous, spectateurs. Combien d'autres artistes n'ont pas eu cette chance ? Sommes-nous prêts à écouter nos idoles quand elles crient au secours, ou préférons-nous seulement consommer leur image parfaite sur papier glacé jusqu'à ce qu'elle se brise ? La voix de Véronique a changé, c'est vrai, elle est plus grave, elle porte les stigmates de ses batailles comme des médailles invisibles, mais c'est peut-être maintenant qu'elle est la plus belle, car elle est totalement vraie. Elle a brisé le silence non pas pour demander la charité ou le pardon, mais pour reprendre sa place de droit. Elle nous enseigne que la plus grande victoire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever une fois de plus que les autres, de regarder ses démons dans les yeux et de continuer à chanter. Alors, la prochaine fois que vous entendrez les premières notes d'amoureuse ou de rien que de l'eau, n'écoutez pas seulement la mélodie. Écoutez le souffle d'une femme qui a traversé l'enfer pour nous rapporter la lumière. Véronique nous l'avait promis dans sa réponse musicale à Michel Berger, et elle a tenu parole malgré les tempêtes, les fuites et les douleurs. Elle est là, toujours là, et c'est peut-être cela la véritable définition d'une icône éternelle.